Est-ce que vous saviez que vous aviez plus de chances de survivre à bord du Titanic si vous étiez un homme qui voyageait en 3e classe plutôt qu'un homme qui voyageait en 2e classe? Bonjour et bienvenue dans cette 17e vidéo de la série Python spécial Machine Learning. Dans cette vidéo et les suivantes, vous allez apprendre à vous servir de Panda, qui est juste l'outil le plus important à connaître quand on désire travailler avec des données. Si j'affirme une telle chose, c'est parce qu'avec Panda, vous pouvez faire tout ce que vous pourriez imaginer sur des données. Vous pouvez charger vos propres données dans Python, puis les manipuler, les nettoyer, les observer, les analyser. Vous pouvez prendre deux datasets et les assembler ensemble. Bref, vous pouvez faire tout ce genre de choses, et tout ça grâce à une structure très simple à comprendre, le data frame. Allez, je vous propose de voir tout ça en faisant l'analyse d'un dataset très connu, celui des passagers du Titanic. Avant de commencer, je vous informe que j'ai une annonce très spéciale à faire durant cette vidéo, donc restez bien jusqu'à la fin si vous ne voulez pas la louper. Dans le dataset du Titanic, on nous donne beaucoup d'informations concernant les passagers à bord du navire. Parmi ces infos, on retrouve le sexe, l'âge et la classe dans laquelle le passager était, entre la première, la deuxième et la troisième classe. Et on apprend également si le passager a survécu ou non au naufrage du navire. Je vous mets un lien dans la description de cette vidéo pour que vous aussi, vous puissiez télécharger ce dataset et vous exercer un petit peu dessus. Une fois que vous avez téléchargé ce dataset, pour le charger dans Python, il suffit d'importer Panda as PD, c'est ce qu'on fait en général quand on travaille avec Panda. Puis on va utiliser la fonction read Excel, puisque ici en l'occurrence il s'agit d'un fichier Excel qui s'appelle titanic.xls. Et ceci nous donne un data frame qui contient toutes les données qu'il y avait dans notre tableau Excel. D'ailleurs, on se rend tout de suite compte qu'un data frame, ça ressemble de très près à un tableau Excel, puisqu'on retrouve en tête de notre tableau le nom de nos différentes colonnes, et on retrouve également un index pour chaque ligne. Donc vous l'aurez compris, Panda c'est un petit peu comme Excel, sauf que c'est beaucoup plus puissant et beaucoup plus pratique. Alors ce data frame, on va l'enregistrer sous une variable data, et je vais maintenant vous faire une petite démonstration des capacités d'analyse de Panda, ce qui va me permettre de vous présenter les fonctions suivantes. Pour commencer, nous allons vérifier les dimensions de notre data frame en écrivant data.shape. Et ouais, c'est un petit peu comme dans NumPy, parce qu'en réalité, Panda s'est construit sur la base de NumPy. Mais tout ça, on le verra dans la deuxième partie de cette vidéo. En attendant, poursuivons notre analyse. Donc ici, en l'occurrence, on voit qu'on a 1309 lignes, ça veut dire qu'on a 1309 passagers qui sont enregistrés dans notre dataset, et on a 14 colonnes qui nous permettent de décrire ces passagers. Si on veut voir quelles sont ces différentes colonnes, on peut écrire data.columns, et si on veut également voir les premières lignes de notre data frame, en général on écrit data.head, et ça c'est une fonction très utile parce que ça nous permet de jeter un petit coup d'œil pour voir si notre data frame il a bien été chargé comme il faut. Donc ici, on peut voir que dans nos différentes colonnes, on retrouve le nom du passager, on peut retrouver son ticket. Est-ce que c'est une information utile? Pas vraiment. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va éliminer certaines de ces colonnes en utilisant la fonction drop. Donc on va écrire que data est égal à data.drop, et là, entre crochets, on va faire passer le nom des différentes colonnes qu'on veut éliminer. Par exemple, la colonne name, la colonne sbisp. Voilà, donc au final, j'ai éliminé presque toutes les colonnes pour simplement garder le sexe, l'âge, la classe du passager et le fait qu'il ait survécu ou non au naufrage du navire. Donc tout ça, on veut l'éliminer en suivant l'axe 1 de notre data frame. Encore une fois, ça fonctionne comme dans NumPy. Donc, on exécute cette cellule de code, on réutilise la fonction head pour afficher la tête de notre nouveau data frame, qui est plus petit, dans lequel on a moins d'informations, mais ces informations vont être plus utiles pour notre analyse. Donc, en parlant d'analyse, on va commencer par utiliser une fonction très utile, c'est la fonction describe. Cette fonction nous produit les statistiques de base pour chacune de nos colonnes. On peut par exemple voir que la moyenne d'âge à bord du Titanic était de 29 ans, on peut voir que la personne la plus jeune avait moins d'1 an et la personne la plus âgée avait 80 ans. On peut aussi voir que seulement 38% des passagers ont survécu. Et ici, on peut vraiment parler de pourcentage parce que dans notre colonne survived, on n'a que des 0 et des 1. Donc si on en fait la moyenne, ça nous donne une proportion.
Maintenant, il y a quelque chose d'autre qui doit attirer votre attention dans ce tableau. On peut voir que dans la passenger class et la colonne survived, on a 1309 lignes. Ok, très bien. Par contre, dans la colonne âge, on n'a que 1046 lignes. Ceci nous indique qu'il nous manque des données concernant l'âge de certains passagers. Peut-être que ces données n'avaient pas été enregistrées, ou peut-être qu'elles ont été perdues. Là n'est pas vraiment la question. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il nous manque des données. Et quand il nous manque des données, c'est difficile de faire de l'analyse de données. Donc, dans ces situations, on a deux options. La première, c'est d'utiliser la fonction fillNA pour remplacer les données manquantes par une valeur par défaut. Par exemple, on pourrait dire que quand il nous manque une donnée, on va tout simplement remplacer ça par l'âge moyen. Ça peut être une bonne option, mais attention, parce qu'il faut garder à l'esprit que ça va corrompre notre dataset. Peut-être que ce passager-là n'avait pas 30 ans, il avait peut-être simplement 10 ans, on ne le sait pas. Donc, la deuxième option, c'est de tout simplement éliminer les lignes dans lesquelles il nous manque des données. Alors c'est dommage, ça fait qu'on perd des données dans notre dataset, mais parfois il vaut mieux perdre un petit peu de données plutôt que de corrompre la réalité des choses. Donc pour éliminer des lignes, on va utiliser une autre fonction qui s'appelle dropNA. Donc on écrit que data est égal à data.dropNA, et à l'intérieur je vais spécifier un axe sur lequel j'ai envie d'éliminer mes données. Donc en l'occurrence on veut éliminer des lignes, donc on va travailler sur l'axe 0. Donc après avoir exécuté cette cellule de code, on peut voir que les dimensions de notre data frame sont maintenant de 1046 lignes et de 4 colonnes. Donc on est bien passé de 1309 passagers à 1046 passagers. Alors ceci a bien évidemment pour effet de changer les statistiques dans notre colonne describe, puisque maintenant on va voir que en moyenne il y a 40% des passagers qui ont survécu. Mais bon, c'est pas très grave tant qu'on se rappelle que c'est 40% des passagers parmi les 1046 passagers qu'on a sélectionnés. À présent, j'aimerais bien savoir, parmi ces 1046 passagers, le nombre de personnes qui étaient en première classe, en deuxième classe ou en troisième classe. Et pour ça, on va utiliser une fonction très utile, la fonction valueCounts. Donc, je vais sélectionner ma colonne qui contient les classes de mes passagers, donc pclass, puis je vais écrire valueCounts, et ceci nous donne le nombre de personnes qui étaient en troisième classe, le nombre de personnes qui étaient en première classe et le nombre de personnes qui étaient en deuxième classe. Maintenant, avec ces données, il est temps de créer notre premier graphique, et pour ça, c'est très simple, il suffit d'écrire .plot, disons bar, si on veut créer un graphique bar, et voilà, on a un graphique matplotlib qui est généré à partir de nos résultats. Parce que Panda, ça fonctionne en collaboration avec matplotlib. Donc on a accès à tout un panel de graphiques matplotlib, on peut utiliser plot, scatter, bar, on peut faire des histogrammes. Par exemple, ça serait très intéressant de voir la répartition des âges suivant un histogramme. Et on peut ainsi voir le nombre de gens qui avaient entre 20 et 30 ans, on peut voir qu'ils étaient quand même assez nombreux, plus de 250. On peut aussi voir qu'il y avait quand même pas mal de passagers mineurs, en tout cas plus que le nombre de passagers qui avaient au-dessus de 50 ans. Maintenant, pour finir notre analyse, je vais vous introduire une nouvelle fonction qui est une fonction extrêmement utile, c'est la fonction groupBy. Par exemple, on va pouvoir faire notre analyse en regroupant les gens selon leur sexe. Pour ça, on écrit groupBySex. Puis, une fois qu'on a regroupé tous ces gens, il faut qu'on en fasse une statistique, c'est-à-dire on peut choisir une moyenne ou bien un écart type. Par exemple, moi je vais choisir la moyenne. Et donc, on peut voir que les femmes avaient en moyenne 28 ans, les hommes avaient en moyenne 30 ans, et on peut voir que 75% des femmes ont survécu au naufrage, tandis que seulement 20% des hommes ont survécu à la catastrophe. Maintenant, on peut faire une analyse encore plus intéressante en regroupant les gens selon leur sexe, mais également selon la classe dans laquelle ils voyageaient. Et on voit ainsi que 96% des femmes qui voyageaient en première classe ont survécu, tandis que seulement 16% des hommes en troisième classe ont survécu. Et voilà, c'est la fin de la petite démonstration que je voulais vous donner pour vous initier à Panda. Je vous ai montré les fonctions les plus importantes, comme la fonction drop, dropNA, la fonction describe, valueCounts et la fonction groupBy. Une petite chose à savoir, c'est que pour les fonctions qui modifient un data frame, comme la fonction drop ou dropNA, il existe le paramètre inPlace qui permet d'appliquer nos modifications sur le data frame
sans réécrire le nom de notre data frame en début de ligne. On verra beaucoup plus de fonctions dans la vidéo suivante, donc songez à vous abonner si vous ne voulez pas louper cette vidéo. À présent, il est temps de rentrer un petit peu plus dans les détails et de voir ce qui se cache sous un data frame. Dans Panda, il existe deux structures de données, le data frame et la série. Pour faire simple, une série, c'est juste une colonne dans un data frame. Et donc, lorsqu'on assemble plusieurs séries les unes à côté des autres, ça nous donne un nouveau data frame. Mais au juste, qu'est-ce que c'est qu'une série? Eh bien, c'est en réalité un tableau NumPy à une dimension, à côté duquel on a rajouté une colonne d'index. C'est pour ça que si on imprime à l'écran notre colonne âge, on obtient en réalité deux colonnes. À droite, on va obtenir notre tableau NumPy qui contient nos différentes valeurs. Et à gauche, on va obtenir une colonne d'index. Et cette colonne, il ne faut pas la confondre avec l'index de notre tableau NumPy. C'est un petit peu différent. En réalité, dans cette colonne d'index, on peut choisir notre propre index. Par exemple, on peut choisir d'indexer notre tableau avec le nom des passagers à bord du Titanic. Pour ça, on va écrire data égale data.setIndex et on va écrire que l'on veut avoir comme index le nom des passagers, ce qui va avoir pour effet de remplacer dans notre colonne d'index les valeurs 0, 1, 2, 3, etc. par des noms des passagers à bord du Titanic. Donc ce qu'il est important de savoir sur les séries, c'est qu'on peut les assembler ensemble lorsqu'elles partagent un même index. Et on verra ça plus en détail dans la prochaine vidéo lorsqu'on travaillera avec des time series. Maintenant que vous connaissez les séries, dites-vous simplement qu'un data frame, c'est un petit peu comme un dictionnaire qui contient des séries. Et je n'invente absolument rien, puisque c'est Panda eux-mêmes qui disent ça sur leur site officiel. Donc, pour rappel, dans un dictionnaire, on a des associations entre des clés et des valeurs. Et bien ici, on aura des associations entre des colonnes et des séries. Maintenant que vous connaissez la vraie nature d'un data frame et d'une série, vous allez plus facilement comprendre les différentes opérations d'indexing et de slicing qu'on peut retrouver dans Panda. En l'occurrence, vous trouverez souvent ce genre de lignes écrites dans des codes sur Internet. Si vous êtes perdu, rappelez-vous que ce qu'on trouve à gauche, ça va être une série, et ce qu'on trouve à droite, ça va être l'indexing sur le tableau NumPy de cette série. Donc si on exécute ce code, on obtient les 10 premières valeurs de notre série âge. Maintenant, vu qu'on parle d'indexing, on va aussi parler de Boolean indexing. Puisqu'on a un tableau NumPy, on peut en générer un masque. Par exemple, on va trouver tous les passagers qui étaient des passagers mineurs, et ça nous génère un masque. Et ce masque, on peut le réinjecter dans notre data frame data, ce qui va nous donner un data frame dans lequel on a sélectionné uniquement les passagers mineurs. Et maintenant qu'on a sélectionné uniquement les passagers mineurs, on va peut-être pouvoir utiliser les fonctions groupBy ou bien valueCount. Ainsi, parmi les passagers mineurs, on trouvera 106 passagers dans la 3e classe, 33 en 2e et 15 en 1re classe. Et si on utilise la fonction groupBy afin de regrouper tous les passagers mineurs selon leur genre et la classe dans laquelle ils voyageaient, on peut voir que 87% des femmes en 1re classe qui avaient moins de 18 ans ont survécu, et que malheureusement, seulement 23% des hommes de moins de 18 ans qui étaient en 3e classe ont survécu. Ce que je veux vous montrer, c'est qu'avec Panda, on va écrire beaucoup de petites sections de code qui sont très simples à comprendre, mais lorsqu'elles sont mises bout à bout sur une seule et même ligne, on termine avec quelque chose d'un petit peu plus complexe, mais qui nous donne accès à des analyses très poussées. Pour finir avec le slicing et l'indexing, il faut quand même que je vous présente les fonctions eloc et les fonctions loc, qu'on retrouve très souvent. Avec la fonction eloc, on peut faire de l'indexing exactement comme dans NumPy. En fait, eloc, ça veut dire index localization. Donc typiquement, si jusqu'à présent vous vous disiez bah ok, un data frame c'est un petit peu comme un tableau NumPy et je peux faire de l'indexing à l'intérieur, eh bien vous vous trompiez parce que ceci ne fonctionne pas. En revanche, les développeurs de Panda se sont bien dit que les gens ils aiment bien NumPy, ils aiment bien ce système d'index. Donc les développeurs de Panda ont créé la fonction index localization, iloc, ce qui vous permet d'obtenir le même résultat que si vous utilisez de l'indexing sur NumPy. Et donc avec ça, on peut faire de l'indexing, on peut faire du slicing, on peut aussi intégrer la notion de pas, bref, exactement comme dans NumPy. Pour finir, il existe la fonction loc
qui permet de faire la même chose, mais en travaillant sur les colonnes. Donc typiquement, on va écrire 0,2, puis on va indiquer une colonne, par exemple la colonne âge. Et si on veut indiquer plus d'une colonne, alors on crée une liste de colonnes en mettant nos différentes colonnes entre crochets. Voilà, vous connaissez à présent les différentes techniques de slicing et d'indexing qu'on retrouve dans un data frame. Si je peux vous donner un conseil, c'est de ne pas mélanger ces différentes méthodes et d'être très explicite lorsque vous faites de l'indexing dans un data frame. Ce que je veux dire par là, c'est que vous verrez parfois des gens qui utilisent la fonction iloc en procédant à un petit raccourci qui consiste à n'écrire que les lignes à l'intérieur de iloc, ce qui sous-entend qu'on désire toutes les colonnes. Mais les sous-entendus, c'est pas toujours une bonne chose, alors moi je vous conseille d'être plus clair et d'écrire explicitement que vous désirez sélectionner toutes les colonnes. À présent, voici un petit exercice qui va vous permettre de vous entraîner sur Panda. Votre mission est de modifier le contenu de la colonne âge pour créer 4 catégories d'âge, une catégorie des gens de moins de 20 ans, une catégorie pour les gens de 20 à 30 ans, de 30 à 40 ans, et une catégorie pour les gens de plus de 40 ans. Ce genre d'opération est très courant en data science, c'est ce qu'on appelle du feature engineering, et ça va nous permettre de faire des analyses qui ont un petit peu plus de sens. Voilà, je vous souhaite bon courage pour cet exercice et comme d'habitude, je vous donnerai la réponse dans la vidéo suivante. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et surtout ne partez pas tout de suite parce que j'ai une annonce très spéciale à vous faire. On a récemment dépassé les 1000 abonnés, en fait on est déjà à plus de 1200 abonnés, donc merci beaucoup. Et pour fêter ça, j'ai décidé de créer un Discord pour notre communauté. Si vous ne savez pas ce que c'est, Discord, c'est un réseau social qui est bien plus pratique que Facebook ou Twitter pour interagir les uns avec les autres. Il y a déjà des personnes dessus, des personnes assez talentueuses en programmation et en data science, donc je vous encourage à vous rendre sur Discord, je vous laisse un lien dans la description, et je pense que ça pourra vraiment vous aider si vous voulez apprendre le machine learning. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, si elle vous a plu, merci de la liker et merci de la partager avec un ami. Aussi, si vous avez envie que je fasse certains projets sur Panda, alors n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. En attendant, merci de vous abonner et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo.